Nous allons essayer d'analyser la situation et de comprendre les différents aspects de ces conflits. Le Congo acquiert son indépendance de la Belgique en 1960. Il s'ensuit ensuite 5 années d'incertitude jusqu'à ce que Joseph Mobutu, commandant en chef des armées, s'autoproclame président. Il nomme le pays Zaïre et il y mène une politique d'autoritaire dictatoriale. Il sera allié aux États-Unis durant la guerre froide et il y restera au pouvoir jusqu'en 1997. Dans les années 90, une fois la guerre froide terminée, les États-Unis retirent peu à peu leur soutien à Mobutu. Du coup, il perd peu à peu son autorité. Il va perdre son autre pouvoir à la suite de la première guerre du Congo. Cette guerre prend sa source en 1994 lors du génocide rwandais. Ce génocide est perpétré par les Hutus sur les Tutsis, deux ethnies rwandaises. Ce conflit a fait plus de 800 000 morts en à peine 3 mois. Après ces événements, plus de 2 millions de Hutus fuient dans l'est du Zaïre. Ces réfugiés sont ou des génocidaires qui ont peur des représailles, ou simplement des Hutus qui ont peur de subir le même sort que les Tutsis dans leur pays, le Rwanda, car il est désormais dirigé par les Tutsis, avec le président Paul Kagame. Les anciens génocidaires Hutus, qui se sont réfugiés dans l'est du Zaïre, se regroupent en milices et commencent à persécuter les populations Tutsis du Zaïre, vivant ici depuis des millénaires. De ce fait, les Tutsis rwandais décident d'armer les Tutsis zaïrois, qu'ils considèrent comme leurs alliés logiques, du fait de leur similitude ethnique. Suite à ces actions, le président du Zaïre, Mobutu, décide d'expulser les Tutsis zaïrois pour éviter les troubles trop importants sur son territoire. En réponse, le Rwanda et son allié l'Ouganda créent l'Alliance démocratique de la libération du Congo, l'AFDL, en 1996, composée des troupes ougandaises, rwandaises, mais aussi des rebelles congolais, dans le but de faire tomber le gouvernement de Mobutu. En octobre 1996, c'est le début de la première guerre du Congo, qui oppose les forces armées zaïroises à l'AFDL et aux forces armées rwandaises. Très rapidement, l'AFDL, qui voit émerger comme leader Laurent Désiré Kabila, prend le pas sur les forces armées zaïroises. Seulement 8 mois après le début de la guerre, en mai 1997, l'AFDL renverse Mobutu et Kabila s'autoproclame président du Zaïre, qu'il renomme République démocratique du Congo. Cependant, après avoir pris le pouvoir, Kabila retourne sa veste et demande aux forces rwandaises et ougandaises qui étaient restées dans le pays, après avoir aidé l'AFDL à renverser le gouvernement, de se retirer. De plus, le président du Congo mène une politique anti-Tutsi. En effet, il fait exclure en 24 heures tous les Tutsis, membres de son ancien gouvernement, et une centaine sont lynchés à Kinshasa. Toutes ces tensions aboutissent donc à la Seconde Guerre du Congo. En août 1998, des Tutsis de l'armée congolaise se mutinent et obtiennent le soutien de l'Ouganda et du Rwanda. Ils forment ainsi un groupe de rebelles, le Rassemblement congolais pour la démocratie. Le RCD réussit à prendre le contrôle d'un assez vaste territoire à l'est du Congo, qui est désormais sous l'influence rwandaise. Pour contrer le RCD, Kabila demande de l'aide aux milices anti-Tutsi et des combats éclatent sur tout le territoire. Mi-août 1998, le RCD, rejoint par des groupes de l'armée régulière congolaise, gagne du terrain et s'approche de Kinshasa. Kabila sent alors la situation lui échapper et fait alors appel à certains de ses alliés, comme le Zimbabwe, le Tchad, la Libye ou encore le Soudan. Et grâce à ce soutien, il réussit à éloigner les rebelles de la capitale. Pendant que la guerre sévit toujours durant l'année 2000, de nombreux groupes se créent. Le MLC, Mouvement de libération du Congo, un groupe rebelle créé par l'Ouganda qui va contrôler tout le nord du pays. Le FDLR, Front démocratique de libération du Rwanda, formé par des ex-génocidaires Hutus qui partagent les idéologies de Mobutu et mènent des actions dans l'est du pays. On voit donc que cette deuxième guerre est très différente de la première, qui opposait seulement deux partis. Durant ce deuxième conflit, nous avons affaire à de nombreux groupes armés, soutenus par différents pays, qui s'affrontent dans diverses parties du pays. Le RCD, soutenu par le Rwanda, le MLC,
soutenu par l'Ouganda, et le FDLR, qui combat les Tutsis du RCD. Dans l'après-midi du 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, est assassiné. Un assassinat encore non élucidé à ce jour et qui laisse encore de nombreuses zones d'ombre. Cependant, dans la foulée, son fils, Joseph, prend sa succession et devient le nouveau président du pays. En 2002, les combats s'apaisent sur le territoire. En juin, le RCD, lassé par cette guerre, dépose les armes. En juillet, le Rwanda signe un accord de paix avec le Congo qui prévoit le retrait de 20 000 soldats du territoire congolais et le désarmement des milices d'anciens génocidaires. En septembre, la paix est signée avec l'Ouganda. Après la mise en place d'un gouvernement de transition le 30 juin 2003, l'officier Tutsi Laurent Nkunda est promu général. Après quelques mois, en mai 2004, les forces de Nkunda entrent en conflit avec l'armée de la RDC à Bukavu. Nous appellerons cet événement l'offensive de Bukavu. Nkunda et ses forces sont accusés de crimes de guerre par la MONUC, mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Ils sont forcés de quitter la ville. Nkunda avait pour argument que les ordres des attaques provenaient du gouvernement rwandais. Ces forces se disperseront ensuite et une majeure partie ira vers le Nord Kivu par peur de représailles. Mais en 2005, Nkunda appelle à la fin du gouvernement de transition pour corruption. Pendant ce temps, des déserteurs de l'armée du RDC rejoignent ses troupes, environ 3000 personnes. En janvier 2006, Nkunda entrera une deuxième fois en conflit avec l'armée de la RDC, la MONUC interviendra, et seules des mesures de restriction lui seront imposées en juin 2006. Après un court retrait, Nkunda revient à la charge en août 2006. Aucun mandat d'arrêt n'aboutit car la MONUC n'a pas prouvé que Nkunda soit une menace pour la population. C'est le 7 décembre que l'armée du RDC attaqua les positions de Nkunda dans le Nord Kivu avec l'aide de la MONUC. 150 soldats seront tués et une migration de 12 000 personnes vers Kisoro sera provoquée. Début 2007, le gouvernement régulier tente d'intégrer les forces de Nkunda aux forces armées de RDC par un processus appelé brassage. Mais l'opération est un échec et en août 2007, Nkunda ne dirige non plus 2 brigades, mais 5. De plus, il bénéficie de l'aide du gouvernement rwandais. En juillet, un responsable des soldats de la paix des Nations Unies déclare que la seule menace sérieuse contre la stabilité du Congo sont les forces de Nkunda. De là arrive la période la plus sombre. Après que Nkunda appelle le gouvernement régulier à revenir sur les termes d'un accord de paix, ces hommes assiègent Masisi et vident plusieurs écoles pour enrôler des forces d'enfants soldats. Les filles, non utilisées pour en faire des soldats, deviennent des esclaves sexuels, ce qui est une violation des lois internationales. 15 octobre 2007, l'armée du RDC se dirige vers Kichanga, position principale des troupes de Nkunda, pour désarmer ces troupes par la force. Des opérations gouvernementales sont remises en question car les dirigeants sont incapables de résister avec 20 000 hommes aux 4 000 hommes de Nkunda. En 2008, l'accord de paix de Goma arrive. Lors de la conférence de Goma le 10 janvier 2008, les discussions liées aux crimes de guerre font attendre une solution, mais le traité de paix est signé le 23 janvier. Il inclut un cessez-le-feu immédiat. En 2009, Laurent Nkunda sera arrêté par une alliance surprise entre le gouvernement rwandais et congolais, et le 23 mars 2009, le Congrès national pour la défense du peuple signera un traité de paix avec le gouvernement dans lequel il acceptera de devenir un parti politique. Aujourd'hui, le Congo essaie encore de se relever